Excellent début de soirée. Contre la gloire du passé aujourd'hui, que de guerres, de révolutions, de malheurs, de joie, de souffrance, de vengeance, de désir, de peine, de victoire et de perte. Et dans toutes ces situations, l'on retrouve l'homme, le même, avec ses envies, ses craintes, ses ambitions, son doute. Un portrait ambigu, il est vrai, mais réel. Le bon et le mauvais, c'est en chacun de nous. La plume de notre invité ce soir nous emporte dans l'histoire. Elle peint l'homme dans son fort intérieur, son évolution et son effervescence avec sa société. Prince dans le sang, il est né, et prince dans la littérature, il est devenu. Ce soir, c'est nos cœurs qu'il va essayer de faire battre. Alors, nous le recevons à bras ouverts. Michel de Grèce, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, et merci d'être avec nous ce soir. Fils du Gotha européen, vous avez des liens de famille avec chacune des maisons royales d'Europe. Oui. Qu'est-ce que cela représente pour vous, aujourd'hui, à la veille du troisième millénaire, qu'un sang royal coule dans vos veines? Est-ce une destinée? Est-ce une mission? Est-ce un rôle? Non, vous savez, parce que comme j'ai une carrière et j'ai une profession, ce n'est pas le principal, mon origine. Elle joue dans le sens que, qu'est-ce que c'est être prince au XXe siècle? C'est être comme tout le monde, mais ne pas être considéré comme tout le monde. Et pour moi, ça implique, si vous voulez, un sens, comment vous dire, peut-être un peu de devoir, de être au niveau de ce que les gens attendent d'un prince, en fait, c'est ça. À votre avis, qu'attendent les gens d'un prince? À quoi ils s'attendent? D'abord d'être courtois. Je pense que c'est un des rares privilèges que nous ayons gardé, de tâcher au moins d'être courtois, poli, disponible, d'aller beaucoup plus vers les gens et de tâcher peut-être un peu plus que le reste des gens d'être prêt à aider. Voilà. Donc c'est plutôt une manière de vivre, un style de vivre. C'est une attitude, c'est une manière de vivre. Pas une manière de vivre, c'est une attitude en général. Parce que, par exemple, regardez, c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Mes enfants, parfois, quand ils ont grandi, mais quand ils étaient petits, si vous voulez, ils avaient tendance, à être comme tout le monde, d'envoyer balayer de temps en temps les gens. Je dis, non. Votre copain peut envoyer balayer quelqu'un, mais pas vous, car sinon on vous accusera d'être snob et prétentieuse, parce que vous êtes qui vous êtes. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut être extra gentil, extra disponible. Voilà. Michel de Grèce, vous êtes le petit-fils du roi Georges Ier de Grèce et de la grande duchesse Olga de Russie. Une double identité orthodoxe. Bien sûr. Que tenez-vous de cette orthodoxie? Ciel, ça. Écoutez, alors je vous répondrai par quelque chose d'autre. Un jour, on a demandé Voltaire est allé en Angleterre et il a trouvé un lord très chic, il le snobait un peu, et Voltaire, étonné, lui a dit, mais à quelle religion appartenez-vous, my lord? Et le lord a répondu, j'ai une petite religion à moi. Alors voilà ma réponse. J'ai une petite religion à moi. Voilà. Bon, dans votre roman... Mais l'orthodoxie, si vous voulez, joue un rôle dans notre tradition. Comme vous savez très bien, au Liban, l'orthodoxie est très liée au nationalisme chez nous. C'est-à-dire que l'Église a été, si vous voulez, le symbole de la résistance à l'occupant. Donc chez nous, l'Église, pour les orthodoxes, c'est aussi un peu la maison de la nation. Voilà. Alors j'adore rentrer dans une église orthodoxe et selon la coutume d'allumer une bougie, n'est-ce pas? Je trouve que c'est une très belle coutume. Vous êtes pieux? À ma façon. Pratiquant? Pas trop, mais je pense avoir une profonde foi. Fanatique sur les bords? Que l'horreur, non, certainement pas. C'est le cas de la plupart des orthodoxes d'ailleurs. Oui, mais je vous ai dit, j'ai une petite religion à moi. Voilà. Dans votre roman, Bouboulina, vous écrivez « Depuis la chute de l'Empire de Byzance et la perte de notre indépendance, seule notre Église maintenait le flambeau de notre culture, de nos traditions, de notre esprit, de notre patriotisme. Cela représente-t-il pour vous une conviction personnelle? Si vous voulez, en ce qui concerne le passé, sans aucun doute, il est vrai que l'Église orthodoxe a maintenu, comme je vous le disais avant, le flambeau du nationalisme, de la patrie aussi en Grèce. Aujourd'hui, je pense que l'Église orthodoxe a une mission comme toutes les églises, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes. Je pense qu'elles ont une mission d'aider les gens, de compatir, de leur donner la foi et l'espérance. Mais ça, cela vaut pour toutes les églises, y compris les églises non chrétiennes. Hein. Donc elle n'a aucune particularité, quoi,
Ce n'est pas une mission universelle. Ça, c'est ma foi personnelle. Je ne pense qu'aucune église n'a n'a une mission universelle. Chacune est dans son coin et fait son travail. Vous êtes né à Rome le 16 janvier 39. Ce lieu de votre naissance a-t-il été choisi par vos parents ou bien a-t-il été la résultante de circonstances, c'est-à-dire que vous savez que ma famille a souvent été exilée. C'est-à-dire que nous sommes rentrés, sortis de Grèce souvent. Et pendant un des exils, mon père s'était installé à Rome avec ma grand-mère, qui d'ailleurs a passé ces derniers jours là. Et en fait, il est resté à Rome. C'est tout aussi simple que ça. Et donc, j'y suis né parce que mes parents habitaient à Rome. Quel sentiment aviez-vous à l'égard de Rome? Mais vous savez, j'en suis parti à 1 an. Et ce qui est curieux, vous avez vu un film de Fellini qui s'appelle Amarcord. Et dans cette scène, le jeune Fellini de 14 ans va sur la plage et il voit un énorme bateau de ligne splendide, tout éclairé, c'est en pleine nuit, passé au loin, et il est fasciné. Et même moi, j'étais sur ce bateau. Parce que ce bateau s'appelait le Rex. Dans le film, on voit très bien le titre, Rex. C'était la gloire de la navigation italienne avant-guerre. Et quand j'avais 1 an, ma mère est partie avec moi sur le Rex parce que pour aller au Maroc, parce que d'une certaine manière, si vous voulez, nous devions partir, en ce sens que je suis né en janvier 39 et en mai 40, ma famille grecque a dit à ma mère, écoute, prends ton fils et pars tout de suite d'Italie, parce qu'un jour ou l'autre, les Italiens vont nous attaquer, nous Grecs, et vous allez vous retrouver dans le camp ennemi, c'est-à-dire interné. C'est pour ça que nous sommes partis. Donc mes souvenirs de Rome sont des souvenirs beaucoup plus lointains. Donc vous avez plus ou moins vécu dans l'errance. Tout à fait, mais c'est je dirais, une tradition de nos familles, parce que, si vous voulez, il y a tellement eu de guerres, de révolutions, de changements, de bouleversements, que depuis des générations, tout le monde se balade d'un pays à l'autre. Et en ce qui me concerne, ceux qui, chez mes parents, mes grands-parents et mes aïeux, étaient une obligation, en ce qui me concerne, moi, est devenu ma nature, c'est-à-dire j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup aller d'un pays à l'autre. Donc ce n'est pas uniquement vos œuvres qui vous ont rendu universel, c'est également les circonstances qui vous ont accompagné pendant votre vie. C'est vrai que nous sommes des migrateurs. Des nomades. Des nomades, nous allons d'un endroit à l'autre, mais je vous répète avec grand plaisir, et c'est ce que j'ai voulu donner à mes enfants. Vous avez vu le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement d'imprévus, tant de bouleversements, que ce que j'ai voulu donner à mes enfants aussi, c'est la capacité de s'adapter à n'importe quelle circonstance et à n'importe quel pays. C'est-à-dire que si demain nous devons partir d'ici, eh bien nous nous adapterons là où nous irons. Voilà ce que je trouve essentiel dans le monde où nous vivons et qui en fait, si vous voulez, j'ai appris ça par hasard à cause de l'histoire de ma famille. Mais c'est pas évident. Les racines sont très importantes et sont attachantes. Je sais que les racines sont attachantes et je trouve qu'elles sont très importantes. Moi, j'ai 2 racines. J'ai la famille que j'ai fondée, c'est-à-dire ma femme et mes enfants, et mon travail. Autre là, je n'ai pas de racines. Vous êtes citoyen du monde. Alors, si vous me demandez d'où je suis, parce que j'ai tellement d'origine, parce que mon père donc était grec, ma mère était française, mon grand-père était danois, ma grand-mère était russe et l'autre était à moitié espagnole. Bon, alors je me suis dit, mais à qui est-ce que j'appartiens là-dedans? Et j'ai découvert la réponse aux États-Unis où j'ai habité pendant 15 ans. C'est que des États-Unis, soudain, l'Europe m'a apparu non point comme des pays tout à fait séparés, mais comme un tout culturel, historique, traditionnel. Et j'ai eu la réponse à ma question, je me suis senti européen et très fier de l'être. Donc l'Europe se porte dans vous. Je pense que oui. Je me sens européen, je me sens bien en Europe, partout. Je trouve que, bien sûr, il faut des frontières, mais vraiment, vu d'ailleurs, vu de loin, ces frontières me semblent un peu minces de nos jours. Rome aujourd'hui, quel sentiment éprouvez-vous à son égard? Je me sens très bien en Italie, j'y vais souvent, c'est une très belle ville. Elle m'attire en ce sens que j'ai toujours l'impression qu'il y a des monuments magnifiques que je n'ai pas découverts. C'est une ville assez... Vous savez, Rome, c'est une ville intéressante en ce sens qu'elle est, comme vous savez, très visitée, mais c'est aussi une ville mystérieuse et secrète. On n'en ouvre pas les portes aussi facilement. Je veux dire, des quartiers secrets, des magnifiques églises que personne ne connaît, aussi des gens très intéressants. Donc c'est une ville pour moi qu'il me reste à découvrir, ce que j'aime beaucoup. Michel de Grèce, durant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez habité le Maroc, qui était alors sous domination espagnole. Et vous avez vécu dans la maison de votre grand-mère maternelle. Quels souvenirs gardez-vous de ce pays-là? Des souvenirs exotiques? Non, je vais vous dire,
je vais vous dire, ce n'est pas du tout exotique pour moi puisque j'étais très petit et donc c'est presque la première chose que j'ai vue. C'est un pays magnifique. L'exotisme pour moi, je vais vous sembler un peu paradoxal. J'étais le week-end dernier à Cambridge en Angleterre et j'ai été dans un salon de thé typique pour famille anglaise avec des vieilles dames, de vieilles filles, il faut bien dire, des familles anglaises typiques de la petite bourgeoisie. Ça m'a semblé 10 fois plus exotique que le Maroc pour moi. Parce que le Maroc, c'était là où je vivais. Parce que là, c'était une société tellement fermée, tellement curieuse. Ce que je voyais à Cambridge, les Anglais, c'est ça pour moi l'exotisme, pas le Maroc. On va continuer de suivre un peu votre chemin, votre itinéraire, qui est assez tumultueux, là, comme on le remarque. Après le Maroc, vous êtes installé pour 3 ans à Malaga, en Espagne. Alors, 2 angles différents pour une vue sur l'islam. Une religion vécue au Maroc, une conquête envahissante en Espagne historique. Alors, quelle en est la résultante par rapport à votre sensibilité à l'islam, que vous avez d'ailleurs repris dans un autre cadre, celui de la Turquie ottomane, dans le dernier sultan? Oui, eh bien, si vous voulez, j'ai été habitué dès ma première enfance au monde familier des muezzins, des mosquées, des madrasas, de toutes ces merveilles de la civilisation islamique. Donc pour moi, c'est je dirais, l'islam, c'est une seconde nature, mais c'est presque ça. En plus, j'y voyage depuis que j'ai quitté le Maroc, mais j'y voyage très souvent. C'est probablement une des 3 régions du monde que je préfère et où je me sens le mieux. Je pense que mon enfance au Maroc a beaucoup... Vous savez, tous les mots, par exemple, le Mella, la ville juive, je me rappelle très bien le traverser quand j'avais 4 ans pour aller à la plage. Je me rappelle très bien, je vous répète, le chant de Mouezzine quand j'étais petit. Bien sûr, depuis, je l'ai entendu 1000 fois, mais donc, c'est une familiarité, oui. Michel de Grèce, en 1948, vous êtes arrivé à Paris, vous aviez alors 9 ans. Est-ce que ce fut là votre premier contact avec la capitale française? Oui, absolument, j'ai détesté. Parce que j'arrivais de l'Espagne, qui était un pays ensoleillé et blanc, et j'ai trouvé ce pays abominable ici, parce que c'était gris, et on m'a mené voir Notre-Dame. J'ai trouvé ça hideux, parce que je venais des églises espagnoles avec les vierges, vous savez, couvertes d'or, de velours et de bijoux, et je trouvais Notre-Dame affreux. Et vous savez, c'était une époque curieuse et invraisemblable. Il y avait encore, vous savez, on sortait de la guerre, il y avait encore les restrictions. C'est-à-dire, il y avait encore des tickets, j'ai connu des tickets pour avoir la nourriture. Il y avait tout le temps des grèves, il n'y avait pas de chauffage. Et alors, j'avais une gouvernante qui ne devait pas être très cultivée. J'avais 10 ans à l'époque. Parce qu'elle s'est entêtée à me mener tout un dimanche à la recherche de la Bastille. Alors, elle demandait aux gens, mais où est la Bastille? Moi, à la main, comme ça. Alors, les gens disaient, mais je ne sais pas. Et finalement, elle est tombée sur un soldat encore en uniforme. Il a dit, où est la Bastille? Et il a répondu, mais ma petite dame, il y a longtemps qu'on l'a détruite. Alors voilà mes premiers souvenirs de Paris, la recherche de la Bastille. La question est d'autant plus importante qu'elle concerne votre savoir parfait de la langue française, pas forcément votre langue maternelle. Alors vous avez fait vos études dans les écoles privées jusqu'au baccalauréat. Pensez-vous que vos années scolaires ont été définitives dans votre appartenance à la culture et à la langue française? Moins les années scolaires que l'université. C'est-à-dire, j'ai fait Sciences Po. Et je pense que Sciences Po m'a donné une méthode de pensée qui est essentielle pour une appartenance à une civilisation ou à une façon de penser ou à un héritage culturel. C'est Sciences Po, oui, qui m'a donné cette méthode de pensée et que j'ai encore, que j'ai gardée encore. Michel de Grèce, la francophonie, la mondialisation, les droits de l'homme, autant de courants qui essaient de trouver le dénominateur commun ou l'unité parmi les peuples. Vous qui avez vécu une très grande ouverture sur les cultures, quelles sont les chances, la réussite de chacun de ces courants? De la francophonie? De la mondialisation, les droits de l'homme? Les droits de l'homme, je pense paradoxalement qu'ils ont un immense avenir en ce sens qu'ils sont violés de plus en plus tous les jours. Nous fêtons aujourd'hui, comme vous savez, les 50 ans, je crois, des droits de l'homme à Paris. Je pense qu'ils ont de plus en plus de travail. S'ils pourront l'effectuer, ça, c'est une autre affaire. La mondialisation, oui, certainement dans certains domaines, comme les communications, les finances, par exemple, n'est-ce pas? Il suffit qu'une bourse à Tokyo bouge un peu pour qu'en Amérique du Sud, la bourse tombe aussi. Donc il y a une mondialisation dans certains domaines, mais par contre,
il y a une espèce de séparatisme grandissant dans d'autres domaines. Quant à la francophonie, Francophonie, je l'espère, si vous voulez, parce que c'est une belle langue et que j'ai été élevé dedans, mais je ne force mais de constater que l'anglais gagne tous les jours. la francophonie, ce n'est pas uniquement une langue, c'est plus qu'une langue. Je pense Sur les bords, aussi c'est que la politique. vous avez... Oui, oui, mais est-ce que la politique ici en Europe n'est pas un peu fondue dans l'Europe unie? Je ne sais pas. Je vois un coup tout de même une Europe assez unie et en même temps, si vous voulez, un séparatisme grandissant, mais pas au niveau des nations que nous avons connues. C'est-à-dire pas au niveau de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne. Nous avons un séparatisme grandissant régional qui est en hausse géométrique et dont je me demande où il s'arrêtera. Parce que vous voyez vraiment de plus en plus les régions vouloir se séparer de la nation dans tous les pays européens. En parlant des pays européens, on parle de l'Europe, on revient à l'Europe. L'Europe s'unit, Oui. en vous, à se retrouver déjà, de par vos parentés, de vos origines, de vos différents lieux de résidence, de votre culture. Vous l'avez dit d'ailleurs, et vous l'avez avoué, vous êtes européen, parce que vous avez dit, je ne suis pas un citoyen du monde, mais je suis européen. C'est ce que je me sens, oui. De par votre vision d'historien ou de romancier, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux, si j'ose dire. Alors, quelle gloire ou quelle menace porte-t-elle ou promet-elle L'Europe, l'Europe unie? je ne pense pas qu'elle soit une menace politique ou militaire, franchement. Je ne crois pas beaucoup à ça. Sur le plan culturel, sur le plan des Je traditions, pense sur que le plan des coutumes. culturellement, elle a un grand rôle à jouer. Mais aussi, si vous voulez, à donner, mais aussi à recevoir. Je me demande si l'Europe ne serait pas beaucoup plus capable de donner aux autres continents si elle n'était pas plus ouverte aux courants civilisateurs qui viennent d'autres continents et d'autres régions du monde. Je pense que économiquement, elle sera une énorme puissance, ce qu'elle est déjà, ce qui ne sera pas sans créer des frictions, à mon avis, avec les États-Unis, qui est le gros concurrent, et qui, à mon avis, ne voit pas d'un très très bon œil cette union, et surtout cette puissance économique grandissante. Et sur le plan humain, est-ce que le citoyen européen ou le citoyen français d'un côté, l'espagnol d'un autre côté, l'italien C'est d'un bien, troisième si côté, vous voulez. Moi, j'aime bien tout de même que ces frontières se lèvent. C'est ridicule, vraiment, de devoir encore présenter son passeport de temps en temps entre la France et la Belgique. J'aime bien cette idée que les gens en Europe puissent voyager, se sentir chez eux partout. J'aime bien l'idée de la monnaie unique pour qu'on n'ait pas encore à aller mettre, vous savez, vos cartes dans les banques à Londres, tout ça, qu'on puisse payer dans n'importe quelle monnaie européenne. Non, je pense qu'au point de vue humain, c'est une ouverture, c'est un développement, oui, c'est une facilité qui permet de s'occuper des véritables problèmes. Mais ici, on revient sur le plan économique. Bon, on est tout à fait d'accord que sur le plan économique, sur le plan politique, Oui. l'Europe unie est toujours favorable. Mais sur le plan humain, vous ne pensez pas que cette osmose Oui. entre les traditions ne risque pas d'effriter les particularités de chaque pays? Non, parce que, si vous voulez, cette osmose se fait dans les fêtes, mais en fait, les traditions et l'héritage culturel, un peu différent selon le pays, reste. Je ne trouve pas qu'il y a tel... Je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, mais je ne vois pas qu'on abandonne les traditions et l'héritage culturel de chaque pays au nom de l'Europe unie. Non, je ne le sens personnellement pas. Votre Altesse royale, pour compléter votre portrait personnel, un grand tournant dans votre vie semble être votre mariage. Oui. Votre épouse, Marina Oui. Carella, Oui, oui. alors peintre, Oui. sculpteur, Oui. artiste de grande renommée. Il semble qu'avec elle, n'étant pas issue de famille royale, vous avez fait le choix de la littérature, de la culture, en abdiquant à vos droits à la royauté. Et ce n'est pas alors une coïncidence que durant ces années, c'est-à-dire entre 65 et 72, vous ayez alors écrit votre premier livre, Histoire, ma sœur. Oui. Alors pourquoi ce choix? Quelle est l'histoire de ce mariage et quelle valeur a-t-il dans votre vie? Écoutez, c'est le fondement... Oh, excusez-moi pour ne pas dire quelle valeur a-t-il dans votre vie, je dirais quelle valeur a-t-il dans votre destinée? Oui, oui, oui. C'est le fondement et le pivot de mon existence. Je n'ai jamais cherché dans toute mon existence que l'être humain. Les titres, les fonctions, la fortune ne m'intéressent absolument pas. Je m'en moque éperdument
ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. D'autant plus dans mon mariage. Si toute ma vie je n'ai cherché que l'être humain, donc dans mon mariage, ce qui m'intéressait, c'est de trouver une femme qui me conviendrait. Qu'elle soit princesse ou pas, ça m'était complètement égal. Je l'ai trouvée, j'avais 22 ans, 23 ans. Et j'ai rencontré Marina, j'ai dit, ça sera elle ou personne d'autre. Et ça n'a pas été sans difficulté, parce que nos familles avaient quelques réticences, et nous avons dû attendre longtemps. Et on m'a fait renoncer, puisque Marina n'était pas de sang royal, renoncer à mes droits au trône. Entre nous, soit dit, ce n'était pas une grande affaire. Parce que, je n'étais pas destiné à monter sur le trône, puisqu'il y en avait plein avant moi. Et deuxièmement, ça m'était totalement égal. Donc vraiment, ça a l'air grandiose, mais en fait, c'est rien du tout. Bon. Et nous nous sommes mariés, et déjà, elle avait 24 ans quand nous nous sommes mariés, et déjà, elle était partie dans sa carrière de peintre et de sculpteur. Et aussi, à l'époque, elle faisait des décors de théâtre et des costumes, puisqu'elle avait aidé notre ami le peintre Saroukis, vous ne le connaissez pas, mais c'est le plus grand peintre grec de ma génération, à faire des costumes pour Maria Callas quand elle est venue chanter Médéa et Norma et Épidore. Et Marina avait aidé à faire ces costumes. Bon, nous nous sommes mariés et tout de suite nous nous sommes lancés. C'est vrai que le fait d'épouser quelqu'un qui était un artiste et qui n'allait pas me cloisonner ni me cloîtrer, mais me laisser dans si vous voulez, les familles royales, donc qui me donnait une plus grande ouverture, m'a beaucoup encouragé à choisir cette carrière d'écrivain. Et au fond, ce qui est bien, c'est que nous nous complétons. Nous sommes mariés maintenant 34, 35 ans, je crois. 37 ? Ah ben vous me l'apprenez, je suis très mauvais en mathématiques. Vous êtes né en 39, vous aviez 22 ans quand vous êtes marié. Voilà, et bien alors, tant mieux. Tant mieux, et si vous voulez, nous nous complétons beaucoup dans notre travail. C'est mon meilleur critique de mes livres. Mais Marina prend, je veux dire, note, page par page, des notes sur des critiques sur mon travail, et moi j'essaie de la soutenir moins brillamment et moins efficacement dans son travail. Donc nous nous complétons très bien. Donc, si vous voulez, c'est l'axe de ma vie. Et en plus, c'est la mère de mes enfants que j'adore. Parfait. Michel de Grèce, nous allons nous arrêter avec une pause publicitaire. Et par la suite, nous allons reprendre notre entretien. Amis téléspectateurs, ce soir une émission particulière, certainement passionnante, car à travers elle, nous recevons Son Altesse Royale, le Prince Michel de Grèce. Restez avec nous, une page publicitaire et puis par la suite, nous vous retrouvons. Après cette pause publicitaire, nous retournons à Malaï avec Son Altesse Royale, le Prince Michel de Grèce. Michel de Grèce, votre renommée littéraire et internationale, 11 romans français et 5 en anglais. Avant d'entamer le dialogue sur le contenu de votre œuvre, arrêtons-nous un tout petit peu sur le choix de ces deux langues, de père grec, de mère russe. Pourquoi ce choix de français et d'anglais? Français parce que j'ai été élevé ici et que c'est ma langue la plus familière, et anglais c'est simplement parce que certains de mes livres ont été traduits. Mais je ne serais incapable, je peux contrôler une traduction en anglais, mais je serais incapable d'écrire un livre en anglais. Donc c'est la traduction qui est Oui, en anglais. oui, absolument. Vous ne l'avez pas rédigé en anglais? Non, absolument pas. Ça change tout à fait la question, de la question. Mais il y a certains de mes livres qui, si vous voulez, j'ai publiés en anglais parce qu'on les a traduits, mais qui n'ont pas été publiés en français, voyez-vous. Donc, vous avez raison qu'il y a des livres à moi qui sont sortis en anglais sans être en français. Voilà. Enfin, ça m'a confondu un tout petit peu en préparant ce dossier. Bon, en tant qu'écrivain, comment vous décrivez votre relation ou la valeur de la langue française que vous causez? C'est très difficile pour moi de vous répondre, parce que je la connais si bien que je suis presque dedans dans cette langue. Mais je trouve qu'elle est un merveilleux vecteur de la pensée, parce qu'elle est très nuancée. C'est une langue qui permet les nuances, qui permet même les doubles sens. C'est pour cela que vous savez qu'elle a été si longtemps la langue diplomatique, parce qu'on signait un traité en français. Alors on disait, ben voilà ce que je veux dire. 10 ans après, on disait, ah mais non, c'est pas ça ce que je voulais dire, c'est autre chose. Et donc on se faisait la guerre. Et on pouvait le faire en disant, mais non, c'est impossible de le faire en anglais. Parce que l'anglais est très très précis. Très beau aussi, mais très précis. Donc c'est une autre approche. J'aime bien le français justement pour ses souplesses et ses sinueux. On peut s'en échapper, quoi. Voilà, et en même temps, c'est une langue très poétique, mais ce n'est pas la seule langue poétique. L'anglais, c'est plus professionnel, c'est plus grammatique.
L'anglais très expressif, n'est-ce pas? J'aime beaucoup lire l'anglais, je le lis comme Straight le to the français. point. Voilà. Mais ce qui n'empêche, vous avez une littérature fascinante en anglais. Bien entendu. Même Michel Degresse, maintenant, en ce moment. Oui. les sujets de vos œuvres sont des sujets historiques. D'ailleurs, votre premier livre déclare une relation intime avec l'histoire, Oui. d'après son titre, L'histoire, ma sœur, Mm. un livre de mémoire et de réflexion. Auparavant, vous avez fait vos études en sciences politiques à l'Université de Paris. Oui. De par vos origines, il semblerait que vous ayez été prédestiné à ce choix de sujet, une destinée que vous avez empoignée avec la liberté et la créativité de l'écrivain engagé dans l'histoire. Êtes-vous un écrivain engagé? Engagé. Engagé. Je suis engagé dans ma profession. Je suis engagé dans l'histoire. Et voilà. Dans vos convictions? Oui, mais elle change souvent. J'évolue assez là-dessus. Vous savez, j'ai vu tellement les choses tellement changer. La vie quotidienne a tellement changé. Vous êtes trop jeune. Moi, j'espère ne pas être trop vieux, mais enfin, vous êtes trop jeune. Mais en 30 ans, les conditions quotidiennes de vie ont radicalement changé. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça change mes convictions politiques? Ce n'est pas ça, c'est que j'ai vu les choses évoluer. C'est peut-être que j'ai pas mal appris, que j'ai expérimenté pas mal. Je pense que ce n'est pas mal que les convictions changent ou évoluent. Pas changent, évoluent. Tout au moins dans certains domaines. Dans certains autres, évidemment, il faut que vous ayez des convictions qui durent. Mais en politique, pourquoi pas? Sur des régimes, sur, je ne sais pas, sur des questions, tant de choses changent, non? Mais être engagé vis-à-vis des valeurs humaines, être engagé évidemment. vis-à-vis des Ça, principes. écoutez, ça se sent dépassé. Non, je croyais que vous parliez plus, si vous voulez, d'une conviction politique. Est-on royaliste ou n'est-on pas royaliste? Est-on démocratique ou est-on... Je parle de ça, bien entendu. Ouais. Mais vous venez de le dire, d'ailleurs. Bon, La langue française est une langue qui est à double tranchante. On peut tout dire. Voilà. Mais l'histoire, si vous voulez, l'histoire, c'est un engagement, ça qui ne change pas. Et ma famille m'y a aidé. En ce sens que petit, si vous voulez, ma grand-mère française me parlait de personnages aujourd'hui, des chefs de file de l'histoire qu'elle avait connus. Donc, j'ai eu une approche familière et intime de l'histoire. Et aussi, c'était une femme qui avait un caractère formidable, et elle parlait de nos aïeux comme s'ils avaient quitté la pièce. Il y en avait certains qu'elle aimait, d'autres qu'elle n'aimait pas. C'était une approche très personnelle, très partiale, très passionnée et très amusante de l'histoire. Alors c'est ça qui m'a mis dedans. Et puis j'ai découvert, pourquoi l'histoire plutôt que le roman, que la vérité historique était toujours plus extravagante, plus insensée, plus imaginative, plus poétique que n'importe quelle fiction. Quand vous prenez un sujet historique et que vous essayez d'y mettre du roman, c'est toujours moins fort. Pour moi, l'histoire est une source inépuisable de romans, et d'aventures, et de tragédies, partout, de mystères aussi. Donc pour moi, c'est un terrain sans fin. Dans vos ouvrages ou dans vos œuvres, il n'y a jamais une part de roman dans ce que vous écrivez? Si, parfois, si vous voulez, il y a une grande différence entre le roman historique et l'histoire romanisée, dirais-je, en utilisant un mot très faux. Le roman historique, si vous voulez, a généralement des héros de fiction, autour desquels s'amorcent tous les personnages historiques. Dans mes ouvrages, mes héros sont toujours des personnages historiques. Et le romanesque n'intervient que lorsque la documentation est insuffisante pour recréer une scène, au niveau de la scène, si vous voulez. Quand il dit « il lui déclara son amour », c'est un peu plat. Donc le romanesque intervient pour imaginer le dialogue, pas plus. Voilà, c'est ça. Et dans mon dernier livre, c'est très curieux parce que, bon, je vous en parlerai quand vous m'interrogerez sur mon dernier livre. D'accord. Michel Degresse, vous êtes écrivain. Et Oui. être écrivain, c'est certainement une mission. Comment vous concevez la mission de l'écrivain? Vous savez, ça dépend ce qu'on écrit. Selon ce qu'on écrit, la mission, si mission il y a, est très variée et différente. Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? Je tombe dans mes lectures ou dans mes voyages
sur ce que je considère des belles histoires, des histoires qui, moi, m'intéressent, me passionnent. Qu'est-ce que j'ai envie? C'est que d'autres gens les connaissent, que d'autres gens éprouvent la même évasion, fassent le même voyage que moi en écoutant une belle histoire. Voilà un peu ce que j'essaie de faire. Et de, comment vous dire, de distraire, c'est un grand mot, mais de permettre à mes lecteurs de passer quelques bons moments en me lisant et en un peu oubliant leurs soucis quotidiens. Voilà. La Crète, la Byzance, l'Europe sous Napoléon, la Grèce, Oui. l'Empire ottoman, la Turquie. En somme, le bassin méditerranéen, au point de rencontre, les civilisations, est l'objet de vos études et la scène de vos romans. Aujourd'hui, ce bassin revêt une importance renouvelée, une mission peut-être. Quelle est votre vision à ce propos? Ben, je pense, on ne peut pas le nier, que le bassin méditerranéen soit le berceau de la civilisation. Il faut bien dire ça. Quand un lieu est surchargé d'histoire, l'histoire ne s'y arrête pas, elle n'y meurt pas. On ne peut pas avoir un lieu où tant de choses s'est passé et puis brusquement plus rien ne s'y passe. Non, ça n'existe pas. Donc, sous ce point de vue, oui, je crois que le bassin méditerranéen et les pays qui le bordent ont une grande mission et peut-être une mission commune, alors que pendant tant de siècles, tout le monde s'est bagarré là-dedans allègrement à coups de guerre, de massacres, de révolutions et tout. Peut-être cette mission sera commune. Peut-être y aura-t-il des terrains d'entente grandissants, même si aujourd'hui, ça n'en prend pas le chemin dans bien des coins de notre Méditerranée. On va essayer maintenant de rentrer, de nous plonger dans votre façon de travailler. Oui. Certainement, ce que nous voyons, vos œuvres, que nous vous proposez avec grande joie et avec grand plaisir, sont des œuvres qui prennent des mois, et parfois plus, des années de travail. Alors, vous êtes le fils des grands empires et royaumes, et dans vos œuvres, vous œuvrez au lecteur, ou plutôt dans vos œuvres, vous permettez au lecteur de rentrer dans les portes des grands palais. Vous dévoilez avec finesse, adresse et grâce les décors féeriques et les fêtes somptueuses. Et vous repeignez avec une sensibilité ruisselante ces lieux de rêve. Comment vous documentez-vous? Vous savez, chaque recherche pour un livre, c'est la course au trésor. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Je pense être aidé par mon instinct et par la providence. Mais vous arrivez dans une bibliothèque ou dans un ouvrage, vous dites « Ah, ça c'est formidable, je vais trouver tout ce que je veux. » Rien, c'est plat. Vous arrivez devant un livre, où on vous amène un livre, vous dites « Oh, vraiment, il n'y a rien à trouver là-dedans, je l'expédie en 10 minutes. » Et vous trouvez une mine d'or. C'est ça qui est très amusant, parce que c'est vraiment la course au trésor, vous suivez différentes pistes, vous ouvrez une porte, ça ne donne rien. Vous ouvrez une autre porte, c'est un trésor qui conduit sur un autre trésor. C'est ça qui est amusant. La recherche, pour moi, est ce qui est le plus passionnant. Parfois, on est désespéré, parce qu'on cherche désespérément, on ne trouve rien. On avance, on lit. Quand on est entraîné à faire une recherche, un volume, vous le lisez dans 2 heures, un gros volume comme ça, parce que vous savez exactement ce que vous cherchez. Donc, vous allez très vite, paf, vous tombez, vous savez que c'est ça. Donc, on n'a pas tout à lire. Mais c'est parfois désespérant. Je ne vais jamais y arriver, ça n'a aucun intérêt, ce que je trouve. Et puis, un peu plus loin, vous trouvez. Mais ce qu'il faut pour, quand on s'intéresse à l'histoire et qu'on fait un livre d'histoire, il faut partir sans aucun préjugé. Parce que vous ne savez jamais ce que vous allez trouver comme qualité d'information et comme théorie. Donc, vous partez à la recherche d'un personnage. Parfois, j'ai des idées préconçues, j'ai tort. C'est toujours différent de ce que je croyais. Tous mes ouvrages, la conclusion était différente de ce que je croyais qu'elle serait. Toujours. Bon, les palais et les châteaux qui existent toujours, Oui. enfin, de l'époque que vous décrivez dans vos livres, est-ce que vous essayez de les visiter? Est-ce que vous Mais essayez... j'y travaille. On ne peut pas le faire autrement. Dans un livre qui parle d'histoire, on sait à la page numéro 2 si le type est allé voir les endroits ou pas. Et or, je trouve que c'est essentiel d'aller sur les lieux,
même de voir les paysages, de voir les plantes, de s'informer de tout, de s'informer des modes, de s'informer des fêtes, de s'informer du mode de vie, mais surtout d'aller sur les lieux. C'est toujours passionnant. Et quand j'ai écrit la Nuit du Sérail, si vous voulez, j'ai été dans le Topkapı Sarayı à Istanbul. Je crois que j'y ai passé 15 heures à peu près. Dans chaque pièce, alors oui, comment était-ce et tout ça. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est comme ça qu'on parvient à faire revivre une époque, sinon non. D'ailleurs, la façon dont vous décrivez ces endroits est une façon très délicate. La reconstitution de ces endroits somptueux est tellement féerique que l'on sent qu'on est vraiment intégré dans ce passé, qu'on vit vraiment le passé qu'on assiste, qu'il y a justement un spectacle devant nous auquel on assiste. Mais n'y a-t-il pas une certaine part d'imaginaire également? Pas tellement, vous savez, pas tellement. L'imaginaire, je vais vous dire, vous avez raison et tort, en ce sens que je n'invente pas les trucs. L'imaginaire intervient dans le choix des informations et dans leur arrangement. Parce que vous avez, pour décrire par exemple une pièce ou une fête, vous avez une masse d'informations. Vous ne pouvez pas les utiliser toutes, parce que sinon vous faites un livre de 1000 pages ou de 10 000 pages. Donc vous coupez, ce qui est parfois très pénible, parce que vous avez des informations que vous trouvez passionnantes. Moi, j'ai des informations que je trouve passionnantes, et je me dis, il faut que je coupe, il faut aller au principal. Donc, déjà dans ce choix, l'imaginaire vient. Et ensuite, c'est comme un bouquet, comment vous arrangez vos informations, là aussi l'imaginaire vient. C'est-à-dire que avec les mêmes informations, un autre écrivain ferait quelque chose de totalement différent. Voyez-vous, c'est ça. Voilà. Michel de Grèce, vous a-t-on jamais proposé d'adapter vos ouvrages, vos livres pour le cinéma, par exemple? Écoutez, Surtout qu'il se prête à ça. Il y en a un, je ne dirai pas le titre avec ce qui va suivre, j'ai vendu mes droits, et le film était tellement mauvais que je préfère l'oublier. Bon. Oui, oui. C'est quoi le film? C'était sur la Nuit du Sérail. Mais ce sont, je vais vous dire, d'abord je serais ravi si c'était adapté, mais ce sont tous des films coûteux, parce que ce sont des films historiques. C'est une grosse production. Voilà, et qui mettent en scène énormément de personnes. Au-dedans de l'atmosphère physique, du décor, de l'architecture, des lieux, chacun de vos romans plonge le lecteur dans une atmosphère humaine et psychologique fortement teintée de passion, d'aventure, de liberté, de courage et de génie. En somme, une euphorie de sentiments, pourtant bien contenue, dans une prose raffinée et coulante, à la fois qui ranime des personnages historiques et les rend combien proches de chacun de nous. Combien proche êtes-vous personnellement de vos personnages? Je vis avec eux. C'est vos habits. D'abord, vous avez dit justement, ce qui m'intéresse le plus dans une biographie, c'est le personnage. Les faits politiques, les guerres, oui, mais moins le personnage. Et en faisant des recherches, en lisant les lettres, les journaux, les mémoires, petit à petit, cette espèce d'ectoplasme qu'est le personnage prend de plus en plus forme et presque une forme humaine. Et j'ai l'impression qu'il est dans mon bureau tous les jours, jusqu'à ce que je mette le mot fin à la fin du livre. Mais, curieusement, ce n'est pas parce qu'on finit un livre que du coup on se débarrasse du personnage. Tout le monde me dit « Ah, vous avez fini un livre, quel est votre prochain ?» Mais je dis « Mais je ne peux pas penser à un autre. Le personnage est encore dans la pièce, je ne peux pas immédiatement penser à un autre. » Oui, je vis avec mes personnages, mais je pense que tout le monde, chacun qui écrit une biographie est dans le même cas. Donc vous épousez votre personnage, quoi, dans un sens péjoratif. C'est-à-dire que je le sens près de moi et j'essaie de me mettre à sa place et j'essaie de savoir si je ne le heurte pas et si il est content de ce que je dis sur lui. Une fois que le livre est terminé, une fois que l'écriture se termine, est-ce que vos personnages vous quittent? Pas Est-ce que tout de vos suite. personnages se séparent de vous? Pas tout de suite, ils sont toujours là. À travers les différents personnages, y a-t-il un visage universel qui se répète, racontant La dans femme. différentes situations? La femme. La femme. Je préfère écrire sur la femme. J'ai essayé, j'ai fait plusieurs biographies d'hommes, mais c'est la femme éternelle et toujours variée, toujours semblable. Elle raconte toujours d'ailleurs les facettes des gloires, des déchéances, Voilà. des grandes puissances. Il y a aussi, si vous voulez, non seulement dans la vie courante, mais dans les recherches que j'ai faites pour les héroïnes, j'ai découvert
chose que tout le monde connaît, mais je l'ai vécu plus. Combien les femmes sont courageuses, beaucoup plus que les hommes, et que les femmes ne sont pas du tout vaniteuses, ce sont les hommes qui sont vaniteux. La femme est coquette, ce qui est tout à fait différent. Et combien elle est habile à laisser l'homme sur le devant de la scène parce qu'il aime faire le match, voilà, comme ça, et c'est en effet elle qui, derrière la scène, tire les fils. Et ça, ce sont des choses que je retrouve à travers toutes mes héroïnes et que j'aime beaucoup. Mais combien les femmes sont courageuses? Beaucoup plus que les hommes, je vous assure. Michel de Grèce, dans votre œuvre, il y a une unité. Elle rappelle l'unité que l'on perçoit dans l'œuvre de Mauriac. Celle-ci se nouait principalement autour des nœuds du psychisme et des relations humaines. Elle rappelle également l'unité dans l'œuvre de Corneille, nommément le conflit entre l'amour et le devoir. Quels sont vos auteurs préférés et de quelle manière vous ont-ils influencé? Mais vous savez, je ne pense pas qu'il m'ait beaucoup influencé. J'ai des auteurs préférés, mais dans des domaines tellement variés et tellement qui n'ont pas de lien ensemble. Par exemple, j'aime énormément lire Saint-Simon. Bon. Mais par exemple, j'aime tout autant lire Cavafy, qui est notre poète grec national du XXe siècle, n'est-ce pas? Donc, mes lectures sont très variées, n'ont pas un axe. Et je ne pense pas que ça m'ait tellement influencé dans mon travail. On peut ne pas être influencé. Vous savez, c'est... Comment vous dire? Mon travail a deux axes. Un, c'est très simple, c'est de trouver une bonne histoire. Et deux, c'est de la dire. Voilà. Ce sont toutes des histoires extraordinaires. Ce sont tous des destins extraordinaires. Ce n'est pas un destin banal que je monte, si vous voulez, sur un plateau d'argent. Non, ce sont des destins inouïs, hors du commun. Ça, c'est ce qui m'influence. Et quant à l'écriture, je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas que je veuille... C'est-à-dire que si vous voulez, il y a des gens que je trouve qui écrivent divinement, que j'aimerais bien en faire autant. Mais je ne sais pas si je le fais. Je ne pense pas que ça m'influence. Comme qui, par exemple? Ben, écoutez, le meilleur conteur d'histoire du monde, jamais, pour moi, c'est Conan Doyle. En 3 phrases, il réussit à créer une atmosphère que d'autres mettraient 10 pages à créer. La construction d'une nouvelle de Conan Doyle, mais c'est un chef-d'œuvre. En 20 pages, vous avez tout un roman, toute une vie qui passe. Et ça, tellement serré, tellement bien fait, tellement bien écrit. Alors, justement, dans l'inconscient, il a dû certainement vous influer. Je ne sais Et pas. cette touche est probablement clandestine, là, on ne la remarque pas, Oui, mais elle sévit. Écoutez, si Dans votre j'avais intérieur. réussi à être influencé par Conan Doyle, j'en serais vraiment fier, parce que c'est vraiment un des plus grands auteurs et un merveilleux conteur d'histoire. Michel de Grèce, vous considérez-vous comme un écrivain classique ou un écrivain moderne? Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas idée. Je n'ai pas idée, je ne sais pas. Je vais vous dire, je vais vous avouer une chose. Je ne vois pas très bien qu'est-ce que c'est qu'un écrivain classique et un écrivain moderne. C'est-à-dire où s'arrête le classicisme et où commence le modernisme. Parce qu'il y a des tas d'auteurs contemporains que je trouve très classiques et des auteurs du temps passé que je trouve très modernes. Donc, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas... Je ne pense pas Pensez-vous qu'il y ait une que grande... vous amalgamez les deux en même temps? Probablement. C'est-à-dire que je suis très classique de formation, je suis très classique de culture, mais j'essaie d'avoir un langage accessible à beaucoup. Voilà. Outre les grandes valeurs et même les vertus, vos romans vibrent de toutes les cordes de la sensibilité humaine, voire même de la sensualité. Un goût à la passion, quelque chose de passionnel. Au fait, une de vos œuvres intitulée Portrait séducteur met en relief la séduction sexuelle. Qu'est-ce que la séduction d'après vous? Et quelle importance a-t-elle dans vos œuvres et en général? Eh bien, d'abord, je suis séduit par mes héroïnes. Donc, j'espère que j'arriverai à les rendre séduisantes. C'est un peu mon but. Je m'intéresse, c'est vrai, aux femmes que je considère très séduisantes. Je considère que la séduction est essentielle dans la vie courante, que chacun de nous doit tâcher non pas de séduire, mais d'être séduisant, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, tout le monde, et que c'est un des grands charmes de l'existence, oui. Mais alors, quelle forme prend la séduction? Et s'il y a une recette à la séduction, non.
Il y a mille et une formes, il n'y a pas de recette. Pas de recette. Non, absolument pas. J'allais vous dire il faut vouloir séduire pour être séduisant. Je ne le crois même pas. Même ça n'est pas une recette, parce qu'il y a des tas de gens qui visiblement n'ont pas l'idée de séduire et qui n'ont pas envie de séduire, qui le sont. Et par contre, le contraire aussi est vrai. Il y a des gens qui essaient de séduire qui n'y réussissent pas du tout. Donc, à mon avis, il n'y a pas de recette, non. Il y a peu de temps, vous avez avoué que la femme joue un rôle très important dans votre œuvre. Elle occupe une place centrale dans vos Oui. œuvres. Le moteur des actions humaines dans vos romans est souvent une femme. Oui. Elle est la plupart du temps issue d'origine modeste. Elle se développe dans vos romans en se servant de son intelligence féminine pour devenir héroïne à la fin. Lascarine amène, Aimée est déterminée, Théodora sauve, Charlotte est consultée, écoutée, et toutes sont aimées, sinon adulées ou adorées. Pourquoi cette place prépondérante que vous donnez à la femme dans vos livres, et pourquoi on voit rarement des héros dans vos livres? Les héros, ils sont, mais si vous voulez, ils sont connus. Ils sont connus et d'autres en ont parlé. Tous les hommes de mes livres. Prenez le mari de Théodore, l'empereur Justinien, il y a 50 biographies sur lui. Prenez mon dernière héroïne, Charlotte, impératrice du Mexique. Il y a 50 000 bouquins sur son mari, peu sur elle, peu sur Théodore en particulier. C'est pour, non pas les sortir de l'oubli, parce qu'elles sont connues, mais c'est pour souligner leur véritable rôle. Car je vous répète, la femme est modeste, ne se met pas en avant. Elle laisse le mari ou l'homme ou l'amant comme ça avoir le premier rôle, mais en fait c'est elles qui sont derrière. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est le mécanisme qui m'a intéressé, du pouvoir et de la puissance et du rôle quasi naturel de la femme. Donc ce que vous essayez de faire, c'est de rendre justice Absolument. aux héros de l'histoire, Tout à fait. qui sont confinés Tout dans à les fait. coulisses et qu'on n'en parle pas. C'est ça, et non seulement par leur rôle politique, mais aussi par leur personnalité intéressante, par leur beauté, par leur séduction et tout. C'est sur tous les plans. Ça m'intéresse. Regardez le dernier couple, regardez Maximilien et Charlotte. Tout le monde parle de Maximilien, très peu de Charlotte. Ben, non, c'est tout de même elle qui était la cheville ouvrière de toute l'histoire. Vous êtes équitable alors. J'espère bien. Mais qui est équitable? En 95, vous écrivez Ces femmes de l'au-delà. Et vous voyagez à travers l'Europe à la recherche du profil des femmes qui ont fait l'histoire. Oui. Quelle a été votre récolte? Eh bien, c'était un livre un peu spécial parce qu'il s'occupait de fantômes. C'est une de mes manies. J'aime les fantômes, je m'intéresse aux fantômes. Et par arbitraire pur et toujours parce que les femmes m'intéressent plus que les hommes, j'ai été à la recherche de fantômes féminins. Et je suis tombé sur une variété extraordinaire d'histoires et aussi de fantômes, parce qu'il y a des reines comme il y a des femmes de chambre, il y a des tragédies comme il y a des belles histoires d'amour. Mais toujours, de nouveau, nous retrouvons ce rôle essentiel et quasi occulté de la femme, même dans des histoires de fantômes. Mais ça, je me suis beaucoup amusé, je dois dire. Michel de Grèce, nous allons nous arrêter encore une fois avec une page publicitaire. Puis par la suite, nous retournerons à notre émission. Nous entamerons la troisième partie de cette émission. Un mariage particulier ce soir avec Son Altesse Royale, le Prince Michel de Grèce. Une émission certainement différente. On parle de tout, on essaie de le dépouiller, on essaie de le découvrir, voir comment il travaille, voir comment il nous propose ces œuvres magnifiques que nous entassons dans nos bibliothèques, que nous lisons le soir avant de dormir, avant de se coucher, qui nous permettent de nous emporter ou de nous évader dans un monde différent, dans un monde réel qui y allie parfois un peu d'imaginaire, mais quand même, il nous propose l'histoire telle qu'elle est, en brodant un tout petit peu autour d'elle, en fignolant quelques petits détails. Michel de Grèce, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, le matérialisme, la technicité, c'est dans cette direction que l'humanité cherche aujourd'hui son bonheur. Qu'en dites-vous? Je ne pense pas. Je pense au contraire que nous assistons en ce moment à
pas la défaite, mais au démenti donné au matérialisme et à la technicité, bien que la technicité avance constamment, mais le matérialisme, la recherche des biens et des plaisirs concrets est en ce moment en régression. Je pense au contraire que, si vous voulez, d'un côté, il y a toute une partie qui s'enfonce dans le matérialisme, qui insiste sur la toute puissance et la prééminence de la technicité, mais d'un autre côté, je suis frappé d'une renaissance de la spiritualité partout et parfois d'une façon désordonnée et même, je vous dirais, presque dangereuse, bien que la spiritualité ne soit pas parfaite. Enfin, c'est une chose nécessaire, c'est un élément, mais parfois dangereuse. Regardez les sectes, qui sont en pleine expansion en ce moment, et ça, je trouve, c'est un élément plutôt dangereux. Mais je trouve aussi je vous répète, je trouve qu'on assiste au démenti total du matérialisme, et qu'on va vers la perte du matérialisme droit, et d'ailleurs tant mieux. Vous êtes trop optimiste. Oui, mais je pense que nous ne sommes pas, selon l'expression française un peu vulgaire, nous ne sommes pas sortis de l'auberge, en ce sens que je crois que ça va être très secoué, que nous sommes déjà secoués, que nous allons l'être encore, pour une période que je ne peux évidemment pas définir, mais dont l'issue sera positive et qui me rend très optimiste. Michel Noguès, l'art moderne reproduit un grand besoin de recherche qui va dans toutes les directions et semble amorceler l'entité de l'être humain. Quelque part, il est une réaction à l'idéal classique de l'harmonie dans l'être humain. Quel regard portez-vous sur la peinture, sur la sculpture et sur l'architecture moderne? Je trouve qu'il y a beaucoup à prendre et beaucoup à laisser. Je pense qu'on ne peut pas donner une réponse unitaire. Il y a des artistes merveilleux qui ouvrent des portes et des voies dans beaucoup de directions. Il n'y a pas une direction unitaire dans le bien. Il y a des créations admirables. Regardez le musée Bilbao qui s'est ouvert là il y a quelques mois. Architecturalement, c'est une merveille. Vous avez des artistes, des sculpteurs remarquables, ma femme en premier, et c'est vrai, je le pense tout à fait. Vous avez aussi du mauvais, carrément, ça il faut bien le dire, des choses infectes qui se font partout. Je crois que, en comparaison de l'art ancien, si vous voulez, prenez l'architecture du Moyen-Âge en Europe, vous avez une direction, l'Église, la foi. Bon. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'art contemporain aille dans une voie définie, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas très bien où nous allons, nous tous. C'est un peu, comme je vous le disais avant, une période un peu confuse. Donc, on ne peut pas dire que l'art contemporain aille dans une direction. Il va dans beaucoup, mais c'est un bon vecteur de recherche. L'art contemporain, l'artiste cherche, et permet et aide les autres qui suivent à découvrir plus vite. Voilà. Vous avez scruté la psychologie des puissants, des souverains, des grands de ce monde. Vous avez peint avec subtilité leurs manigances et leurs intrigues, sans porter de jugement. Vous avez fait parler l'histoire, qui a plus ou moins rendu justice à leur caractère, leur sagesse ou leur passion. Maintenant, détaché de vos personnages, que veut dire pour vous le mot souverain? C'est quoi un souverain? C'est une colle, vous posez des questions à 100 francs la minute, vous. Comme il y a un spectacle ici qui fait ça. Bon. Un souverain, une souveraineté. Ce n'est pas forcément lié à une fonction. Il y a, pour m'expliquer, il y a des rois qui ne sont pas des souverains, à mon avis, et il y a des paysans qui sont des souverains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la souveraineté, pour moi, est une supériorité humaine. C'est que l'on domine sa propre situation, que l'on est maître de sa destinée, quelle qu'elle soit. Voilà. C'est l'indépendance, quoi. Pas forcément, parce que dominer sa destinée ne veut pas dire qu'on soit tout à fait indépendant, mais je pense que c'est une recherche d'indépendance. Une recherche, ce n'est pas un détachement. Non, absolument pas. Au contraire. Suffisance. Oui.
c'est une indépendance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt la liberté, si vous voulez, c'est de se sentir libre. Vous savez, qui disait cette merveilleuse phrase, je ne me rappelle plus, qui disait « La liberté, c'est de choisir ses chaînes ». C'est-à-dire de choisir ses attachements, en fait, voilà. Mais la souveraineté, c'est pour moi quelque chose de très lié à la liberté de tout être humain. Quel portrait feriez-vous aujourd'hui d'un souverain dont l'humanité aurait besoin? Un souverain certainement par excellence, entre guillemets. Si vous parlez, je vais vous répondre un tout petit peu à côté. Souveraineté, bon, dans ce cas où vous me dites, je pense que vous parlez des monarchies. Bon. Ce que l'opinion publique demande des monarchies a beaucoup changé en 30 ans de nouveau. Aujourd'hui, ce que l'opinion publique, ce qu'un souverain doit être, ce qu'un roi doit être, c'est en premier lieu un être de compassion, de compréhension, de disponibilité. Je crois que c'est ça que les gens ont le plus besoin d'aujourd'hui. Que celui qui est en haut, qui qu'il soit, se penche vers eux, comprenne leur situation et compatisse et le dise. Voilà pour moi l'essentiel. Et je vous le dis d'autant plus fort que ça a l'air banal ce que je vous dis. Je ne le pense pas en ce sens que, en fait, très peu le font. Et c'est le grand défaut. Voilà. Michel de Grèce, le pouvoir, que signifie-t-il pour vous? De nouveau, ça dépend de quel pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir politique, premièrement, ce n'est pas une chose qui m'intéresse, ça ne m'a jamais intéressé. Je pense que dans la réalité, le pouvoir s'est déplacé. Je ne crois pas que les politiciens détiennent aujourd'hui le pouvoir. Je ne crois pas que les figures de proue de la politique ou de la scène mondiale détiennent beaucoup de pouvoir. Le pouvoir, c'est d'une certaine façon occulté. D'abord, il y a l'argent qui le détient, indiscutablement. Et l'argent indépendant de la politique. Et puis, il y a des pouvoirs parallèles. Quand j'ai vécu aux États-Unis, je vous avais dit, j'ai vécu 15 ans aux États-Unis. Pendant 15 ans, je me suis demandé qui détenait le pouvoir aux États-Unis et je n'ai toujours pas compris. Tant il y a de pouvoirs parallèles qui, selon les circonstances, prennent le pas l'un sur l'autre. Donc la question de pouvoir est assez compliquée aujourd'hui. Ce n'est pas si simple et ce n'est en tout cas pas ce qu'il paraît. Voilà. Michel de Grèce, comme vous avez remarqué, dans cette partie, j'essaie de vous poser des questions trop différentes, trop divergentes. Chaque question est épuisée d'un thème différent. Et j'aime ça. Il y a beaucoup de grandes lignes. Mon but dans cette partie de l'émission, c'est justement de faire un panorama, de dresser un panorama autour de vos opinions sur l'art, sur la culture, sur la politique. C'est ce que je trouve très intéressant. Votre caractère personnel, quoi, c'est un peu de tout. Alors, vos idées, vos opinions, votre pensée, j'essaie d'y accéder par le biais de ces questions, tout en revenant régulièrement à vos œuvres. Dans vos œuvres, vous parlez beaucoup de la Turquie, de l'Empire ottoman. Oui. Mais vous évoquez rarement, vous n'avez jamais évoqué plutôt la Turquie actuelle. Pourquoi? Mais vous savez, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais écrit aucun livre sur l'époque contemporaine, que ce soit la Turquie ou autre chose, parce que, principalement, je n'aime pas parler d'époque contemporaine parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour le faire. Je ne fais pas une analyse critique, je ne fais pas une analyse politique, je raconte des belles histoires. Et je veux être libre de le faire. Et il vaut mieux parler des morts, parce qu'au moins ils n'ont pas trop à dire, que des vivants. Parce que si vous vous attaquez à un sujet contemporain ou une biographie, tout le monde a des opinions et commence à protester. Ah non, il fallait dire ça, mais non, mais oh, quelle barbe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter une belle histoire. Il y a plein de belles histoires de notre temps, pour l'amour du ciel, mais c'est plus compliqué d'en parler. C'est pour ça que je ne parle pas d'époque contemporaine. Vous êtes-on jamais accusé de déformer, en quelque sorte, l'histoire? Non, parce que, curieusement, à travers les belles histoires, je recherche une vérité historique. Et quand je ne suis pas sûr d'un fait, je ne le dis à peu près pas. Je ne le dis jamais. Mais par contre, je vais vous dire une expérience très curieuse qui m'est arrivée, dont j'ai discuté avec d'autres auteurs qui ont la même expérience. Quand parfois on invente un détail historique, parce qu'on n'a rien trouvé qu'il faut... Très souvent,
plus tard, il est prouvé que c'était vrai. Par exemple, j'ai inventé dans la nuit du sérail qu'il y avait un peintre suédois à la cour du sultan qui s'appelait Melling. Et il y avait une princesse un peu légère, la sœur du sultan, qui s'appelait la princesse Ibetullah, je crois. Et j'ai inventé qu'ils avaient une liaison. 10 ans après, j'ai lu toute une étude qui prouvait qu'en effet, ils avaient une liaison. Voilà. Vous êtes un prophète, alors. Ou un inspiré, je ne sais pas. Voyant, un voyant. Michel de Grèce, nous ne retrouvons pas dans vos œuvres la famille royale d'Égypte. Pourtant, cette famille royale... Passionnante histoire. C'est assez passionnant. Mais vous savez, il faut pas... Vous savez, il y a des tas de sujets qui me passionnent, sur lesquels je n'ai pas écrit simplement, un, parce que je n'ai pas le temps, deux, parce que l'occasion ne s'est pas présentée, mais vous avez bien raison, la famille royale d'Égypte me passe. Mohamed Ali est un personnage absolument inouï. Le parti simple petit soldat, il vient, vous savez qu'il est né, le fondateur de la dynastie égyptienne, dans ce qui est aujourd'hui la Grèce, à Kavala, au nord de la Grèce, et que sa famille, si je ne m'abuse, encore quelques terres bien modestes, mais à Kavala, chez nous en Grèce. Bon, parti petit soldat est devenu le tout-puissant maître de l'Égypte, c'est un roman comme on n'imagine pas. C'est une idée, alors. C'est un homme, il me faut une femme. Vous trouvez toujours une femme qui était à ses côtés dans les Mais coulisses. non, mais en Égypte, il y en avait une sur laquelle j'ai failli écrire, qui était au Moyen-Âge, qui était la femme d'un des sultans mamelouks d'Égypte. Je vais prononcer son nom très mal, et pardonnez-moi de mal le dire. Chatagor Eddour. Bon, bref, Chatagor Eddour, ça ne dit rien. En arabe, ça ne vous dit rien. Eddour. Bon, vous voyez que je prononce mal. Bref, c'est une femme qui a régné sur l'Égypte au Moyen-Âge. Tout en étant la veuve d'un sultan, elle a assumé le pouvoir. C'est presque la fondatrice de la libération de la femme. Et ce fut en Égypte au Moyen-Âge. Passionnant sujet. Il faut dire qu'elle a été assassinée par sa belle-fille qui n'en pouvait plus d'avoir une belle-mère aussi autoritaire et qui l'a fait monter au paradis. Mais c'est un destin de femme extraordinaire. Vous y pensez, alors? Oui, oui, elle est dans le frigidaire de mes idées. Ça va être le prochain ouvrage. Ah, ça, je n'en sais rien. Vous savez, j'ai un frigidaire dans mon cerveau avec pas mal de cadavres qui attendent comme Barbe Bleue, qui attendent que je les sorte. Michel de Grèce, le Liban, dont l'histoire remonte à des milliers d'années, histoire riche, et bien sûr bouleversante, où l'on peut puiser inlassablement, où l'on peut... enfin, qu'on peut resituer. N'avez-vous jamais pensé à vous plonger dans l'histoire du Liban? Vous savez, je vous répète, c'est vraiment par chance. Je ne me dis jamais, ah voilà, il faudrait que j'écrive sur tel pays, sur telle époque, sur tel personnage. C'est presque des rencontres comme ça, par hasard, je me promène, ou des gens me suggèrent, ou c'est une biographie, ou c'est une histoire que j'entends. C'est toujours par hasard. Mais je sais que l'histoire du Liban est un réservoir inépuisable de sujets, d'aventures, de femmes, d'hommes merveilleux. Le Liban, vous le connaissez, bien entendu. Oui, je Vous l'aime l'avez bien. déjà visité. Oui, hélas, il y a trop longtemps que je ne suis pas retourné. J'ai bien connu le Liban, autrefois. Et quel souvenir emportez-vous? L'hospitalité. Je pense que c'est un des pays les plus hospitaliers que j'ai jamais vu. C'est très curieux. J'ai l'impression que je me sens bien indiscret de vous le dire et devant vos compatriotes. Ce qui m'a beaucoup frappé chez les Libanais, c'est ce mélange de gaieté et de courage. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, les deux ne vont pas ensemble. On imagine toujours que les gens gais sont frivoles et que les gens courageux sont austères. C'est vrai, ça c'est le poncif officiel. Or, les Libanais sont gais et courageux à la fois. Plus cette hospitalité, plus je me suis follement amusé et follement intéressé parce qu'il y avait des gens passionnants. Maintenant aussi, mais je ne suis pas retourné. Vous avez des amis libanais? Oui, j'avais des amis chrétiens, j'avais des amis musulmans. Oui, je voyais pas mal de monde quand Est-ce j'allais. qu'on peut les nommer? Eux-mêmes n'aimeraient pas être nommés. Vous êtes sûr? Michel de Grèce, votre dernier livre, L'impératrice des adieux, quelles sont les péripéties qui vous ont amené à le sortir du frigo, à y travailler Ouais. et à le lancer? Voilà, donc c'est l'histoire de Charlotte, impératrice du Mexique. Ce qui m'a intéressé, d'abord, c'est le Mexique. C'est un de mes pays préférés après le Moyen-Orient. Et c'est un pays énigmatique, prodigieux, très riche, mais très étrange. Et je me dis, comment est-ce qu'une princesse du 19e siècle, arrivant pour régner là,
comment est-ce qu'elle a abordé ce monde tellement inconnu et étrange. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'on sait peu, c'est que l'impératrice Charlotte a, si vous voulez, eu un rôle actif jusqu'à 27 ans. Qu'à 27 ans, elle est devenue folle. Oui, mais elle est restée 60 ans. 60 ans de folie. Or, on sait à peu près rien sur ces 60 ans de folie. Donc ça, je me suis dit, tâchons de trouver quelque chose. Et c'est là où j'ai eu la chance de tomber, oui, nous parlions des recherches, sur une correspondance absolument inouïe. C'est ces lettres de folie qui sont délirantes, c'est le cas de le dire, mais aussi très révélatrices et pleines d'explications sur ce qui s'était passé avant. Parce que la vie de Charlotte, et ça je l'ai découvert, ça m'a passionné, au cours de mes recherches, c'est le nombre de mystères. Je croyais que c'était une... Oui, des idées préconçues. Je me suis dit, c'est une vie à peu près transparente. Bon. Or, au fur et à mesure que j'avançais, c'était un mystère, deux mystères, trois mystères. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je n'ai même pas l'impression d'être arrivé au fond de ces mystères. J'ai soulevé le voile. Mais donc, c'est ça qui m'a passionné. Et puis, aussi l'impression que c'était une femme extraordinaire, très belle, comme vous savez, très élégante, très intelligente, mais un peu méconnue. Beaucoup de monde savent qu'elle était l'impératrice du Mexique, mais peu de monde savent comment elle était. C'est ça qui m'intéressait. Voilà. Michel de Grèce, journaliste, vous êtes sans doute, journaliste de par vos conquêtes, de par vos quêtes, de par vos récits, mais aussi vous avez été journaliste dans la pratique, Oui. puisque vous avez contribué à plusieurs publications, dont Architectural Digest, Vogue, Madame Figaro et Parade. Vous avez publié des entrevues avec des sommités de ce monde. J'ai nommé l'impératrice Farah Diba, le roi Juan Carlos, Jehan Sadat et Margaret Thatcher. Alors comment qualifiez-vous vos œuvres journalistiques, si j'ose les appeler œuvres journalistiques? Mais je vais vous dire, je ne me sens pas très bien dans les interviews. En fait, je me sens beaucoup plus fort pour interviewer les morts comme l'impératrice Charlotte que les vivants comme les personnalités que vous avez citées. Mais j'aime bien écrire des articles pour Architectural Digest sur des maisons, sur des châteaux, sur des voyages. Oui, mais interviewer les vivants, je l'ai fait, mais ce n'est pas mon fort. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que ces gens m'intéressaient, parce que ces personnalités m'intéressaient. Mais, comment vous dire, j'ai une sorte de... Je suis très mauvais intervieweur, en fait, parce que j'ai une sorte de pudeur. Les gens me passent... Mais un excellent interviewé. Ah, merci. C'est gentil de le dire, mais j'ai une sorte de pudeur à poser des questions aux gens. J'aime mieux les connaître, je me suis aperçu que je préférais les connaître pour moi-même ou pour écrire un petit portrait d'eux dans mon journal que je tiens depuis 40 ans. Mais je ne suis pas très bon pour interviewer. Non, je vous dis, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher les morts et de les déterrer, de tâcher de comprendre qui ils étaient. Par quoi s'est distingué chacun de ces personnages? Chacun par quelque chose de différent, je ne sais pas. Farah Diba, en l'occurrence. Oh, mais c'est une des femmes que j'admire le plus au monde, je veux dire. C'est une... je la connais bien, alors. Je pense que c'est une des femmes qui m'émeut le plus et qui je trouve le plus touchante qui soit. Madame Thatcher m'a beaucoup frappé par une chose que je n'attendais pas à trouver chez elle. De nouveau, la bêtise des préjugés. C'est une femme éminemment féminine. Et ça m'a beaucoup frappé. Je me suis laissé prendre par sa féminité. Madame Sadat, j'ai trouvé très intelligente, c'est une femme forte, intelligente, droite, solide. Et mon cousin, le roi d'Espagne, je connais aussi bien depuis qu'il est enfant. C'est le personnage, à mon avis, qui a le plus d'instinct humain que je connaisse. Il a un instinct phénoménal pour savoir toujours le geste à faire, la personne vers qui aller, quoi faire, quoi dire, comment agir. Comme ça. C'est un instinct surhumain. Vous savez, le hasard parfois fait bien les choses, ou bien la coïncidence fait bien les choses. Parce que Farah Diba et Jehan Sadat ont été des invités de cette émission Malaya. Là où vous êtes. Et justement, pendant 1h30 de temps, chacune d'entre elles a subjugué son public, chacune a fait vibrer
le public par son témoignage, par son discours, par son éloquence et surtout par sa sensibilité. Et voilà, ce soir, vous nous faites l'honneur de vous joindre à cette liste d'invités. Michel de Gresse, durant cette émission, nous avons essayé de connaître l'auteur des romans fabuleux, de nous familiariser avec un prince universel par sa culture, par sa sensibilité et surtout par son langage. Nous avons également essayé d'écouter l'homme que vous êtes. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre amabilité. Je vous remercie de nous avoir reçus, de nous avoir donné justement la chance de mieux vous connaître, de vous interviewer. Il faut dire, l'accueil que vous nous avez réservé est connu chez tous les Méditerranéens. Vous en faites partie. Ce n'est pas du nouveau. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt à Beyrouth. Vous connaissez très bien le Liban, vous l'avez déjà visité. Il est grand temps pour vous d'y retourner. Alors je vais vous demander, si c'est possible, de clôturer l'émission à votre façon, de la signer à votre façon. Voilà, la parole est à vous. Mais vous savez, je ne peux que vous redire une chose, c'est que mon plus grand bonheur serait de retourner à Beyrouth, de revoir cette ville. Pour ceci, je l'ai vu avant les épreuves qu'elle a subies, avant que ce pays ne le subisse. Je sais que ce pays se relève, sentir que la ville de Beyrouth se redresse, se remet droite comme je l'ai connue. Et c'est ce que j'aimerais voir. Et je suis ravi d'avoir eu cette occasion, avant de visiter la ville et le pays, de m'adresser à ses habitants, grâce à vous, que je remercie infiniment. Je sais très bien que cette émission était supposée, ou plutôt on s'est convenu que cette émission soit d'1 heure de temps. Elle a pris beaucoup plus, elle a pris 1 heure et demie de temps. Je vous remercie de nous avoir donné 30 minutes de plus. Moi, je vais vous répondre. C'est un des interviews les plus intéressants que j'ai eu, parce que vous m'avez posé toutes les questions qu'on ne me pose jamais. Et c'est ça qui est intéressant. Et des cols aussi, vous m'avez posé. Ça a été parfois pas difficile, mais il a fallu que je réfléchisse avant de répondre. Mais c'est pour moi l'interview le plus intéressant parce que le plus inattendu. C'est parfait, je suis content. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt et bonne soirée.